est demandé souvent en permanence. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment un besoin d'information là-dessus, notamment sur simplement les définitions des VHSS qu'on a pu penser floues, qu'on peut penser floues, alors qu'elles sont vraiment définies et par le code pénal et par le code du travail, puisque ces incriminations en fait, peuvent être justement qualifiées pénalement et en matière de droit social, une victime pouvant à la fois se retourner contre l'agresseur, évidemment, mais également contre l'employeur dans certains cas. Ces définitions qui se trouvent donc à la fois dans le code pénal et le code du travail sont maintenant harmonisées euh, et, euh, et on va dire qu'il y a une certaine gradation, en tout cas en termes de sanctions, sur justement ce qu'on appelle les violences et harcèlements sexuels et sexistes. Le premier d'entre eux étant l'agissement sexiste. Par là, on entend très largement l'agissement qui est lié au sexe d'une personne, c'est le fait de ramener une, euh, une personne à son état d'homme ou de femme. C'est ce genre de phrase qu'on peut entendre. Vous, les hommes, vous êtes comme ça, vous, les femmes, vous êtes comme ça, ou ça, c'est un travail d'homme ou de femme. On est voilà, dans l'agissement sexiste à ce moment-là. Nous avons ensuite le harcèlement sexuel, là qui est le fait d'imposer des propos ou des comportements à connotation sexuelle. C'est vraiment les cas d'envoi de SMS répétés pour proposer de voir seule une personne, autant que le fait de complimenter, enfin de tenir des propos finalement familiers sur le corps d'une personne, comme voilà, le fait de complimenter un décolleté ou autre. En sachant qu'on parle ici de propos ou de comportements, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on entend par là, le droit a voulu être le plus large possible, on entend autant des paroles que des écrits, mais aussi que des gestes, des sifflements ou tout autre propos ou comportement. Après le harcèlement sexuel, on passe à un autre stade qui est celui du chantage sexuel. Là, c'est vraiment la notion de pression grave dans le but d'obtenir un acte sexuel pour soi-même ou pour un autre. Euh, c'est vraiment l'idée du chantage à la promotion ou au licenciement qu'on peut avoir, même s'il n'y a pas forcément besoin de lien hiérarchique pour faire du chantage sexuel, mais on est dans ce cadre-là. On a enfin deux autres violences et harcèlements sexuels et sexistes les plus graves. Un, l'agression sexuelle, qui est là bien une atteinte physique et sexuelle. Physique, puisque ça va être une notion du coup d'attouchement. Et sexuelle, puisque en fait, c'est un attouchement sur une partie du corps, on va dire, à connotation sexuelle, qui ont été définies notamment par la jurisprudence, et on comprend par là le sexe, les fesses, les cuisses et la poitrine. Enfin, le viol, l'acte de pénétration par un sexe ou dans un sexe. On est vraiment voilà, sur la gradation la plus forte. Deux choses à vous dire. Tout d'abord, le harcèlement sexuel qui revêt aussi deux notions importantes. Le harcèlement sexuel doit soit être répété, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, ou ce que certaines personnes ont appelé le droit à l'erreur. La notion sous-jacente, évidemment, de toutes ces définitions que je vous ai données, c'est la notion de non-consentement. Euh, et le fait est que lorsqu'une personne va justement proposer à une collègue ou un collègue de venir prendre un verre après, le fait qu'il y ait un refus, voilà, entraîne ce droit à l'erreur. En revanche, le fait d'insister entraîne la qualification de harcèlement sexuel. Première notion du harcèlement sexuel. Une deuxième notion que d'aucuns appellent le harcèlement sexuel en meute. Là, c'est le fait d'avoir des propos ou des comportements à connotation sexuelle, mais par plusieurs personnes qui se sont soit concertées ou qui, sans se concerter, savent qu'il y a une répétition par le fait que plusieurs personnes harcèlent. C'était à la base pour prendre en compte le harcèlement sur les réseaux sociaux, mais qui peut fonctionner évidemment dans le monde du travail si, voilà, par des envois
répétée de chaque collègue, par exemple. Voilà pour ces définitions. Je rajouterais effectivement que, en plus de la notion de consentement, l'effet qui est produit par chacun de ces agissements vont entraîner en fait une atteinte à la dignité de la personne, soit par son caractère justement dégradant, soit également en fait le fait de créer un environnement hostile envers la personne. Pour vous donner un exemple, il a pu être jugé que le fait dans un open space de placarder des affiches de femmes dénudées, par exemple, pouvait créer justement un environnement hostile et dégradant pour les femmes se trouvant dans l'open space. Voilà pour ces définitions. Avant de passer à la deuxième partie, je ne sais pas si je vous dis qu'il y a une ou deux questions que tu voudrais me poser ou que les interlocuteurs voudraient me poser. Sinon, Alors, nous passons à la deuxième partie. dans le chat, on n'a pas de questions qui ne soient pas des questions techniques ou sur les slides. Et oui, il y a une fiche qui est en ligne sur notre site internet qui reprend en partie la formation et vous aurez l'enregistrement. Donc, vous aurez aussi les slides pour répondre directement. Mais c'est tout. Voilà. On va du coup pouvoir passer à la deuxième partie. Est-ce que Nadia, tu arrives à partager ton... Alors, Je vais arrêter la oui, présentation. ouais. Je suis en train de l'ouvrir théoriquement. Et si je m'en sors bien, et je vais pouvoir vous présenter la cellule dans quelques secondes. Alors, je ne sais pas si vous avez la même chose à l'écran que moi, mais chez moi, ça semble arriver. C'est parfait pour nous aussi. Vous l'avez? Ok, super. Alors, donc la cellule audience, c'est une cellule qui, pour vous redonner un petit contexte tout de même historique, pour expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle a été créée, elle entre, il faut le savoir, dans le cadre du plan d'action pour l'égalité homme-femme du ministère. Et ce plan d'action donc, a mis en place différentes mesures. Et dans le cadre de ces mesures, l'une consistait à soutenir la création de cette cellule d'écoute qui a été une volonté des partenaires sociaux, donc de la FESAC pour les employeurs et des organisations syndicales. Donc tout ceci remonte en 2020 et la cellule d'écoute donc est mise en œuvre dès le 15 juin 2020. Alors, ma présentation a déjà bougé. Je sais. Et pardon, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'avancer sur les slides. Non? J'ai plus la main. J'ai plus la main. Alors attendez, parce que je pense que quelqu'un a repris la main probablement. Je vais reprendre le contrôle si tu le Ouais. souhaites. Du coup, je pense parce que j'ai perdu la main. D'accord. Alors du coup, j'en étais à la slide 3, me semble-t-il. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme je vous le disais, c'est une cellule d'écoute qui est à l'initiative donc de la FESAC et des organisations syndicales et qui est soutenue par le ministère de la Culture. Nous sommes donc en juin 2020 et donc ces partenaires donc, décident de confier la gestion opérationnelle de cette cellule par audience, à audience du moins. C'est une cellule donc qui a vocation à accueillir donc la parole. C'est une cellule d'écoute, mais c'est également une cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dans la mesure où elle va apporter en fait deux types d'accompagnement que je vais décliner ensuite, mais globalement psychologique et juridique. Elle s'adresse donc bien évidemment aux victimes de ces situations de VHSS, mais également aux témoins qui souhaitent aborder, enfin, du moins s'outiller pour pouvoir aider des victimes ou ceux qui seraient amenés à observer, ainsi qu'aux référents VHSS qui sont donc des personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, sont amenées à être sur place, sur le terrain, et à pouvoir également
accueillir la parole, faire un signalement auprès de l'employeur et accompagner éventuellement des investigations, enfin ce qu'on appelle une enquête interne pour pouvoir, comment dirais-je, éventuellement protéger et sanctionner s'il y a lieu la victime et le présumé coupable. Voilà. Donc, bon, c'est une définition qui sera peut-être définie ensuite par l'AFDAS puisque elle propose donc la formation au, au statut de référent VHSS. Donc voilà, j'y reviens pas, enfin je développe pas plus. Cette cellule, donc je peux revenir juste sur la slide avant parce que je suis pas certaine d'avoir donné l'intégralité des infos. Voilà, ce qui est important de dire, donc c'est qu'elle est à destination des victimes et des témoins, mais surtout qu'elle est gratuite et anonyme. Tous les éléments qui vont être verbalisés durant les échanges seront complètement confidentiels. Et elle s'adresse donc autant à des salariés permanents qu'à des intermittents du spectacle vivant et enregistré. Donc ça, c'était notre cible au départ en 2020. Et puis, parce qu'il y avait évidemment des besoins dans bien d'autres secteurs de la culture, cette cellule, elle a été élargie, donc d'abord au secteur du jeu vidéo en 2021, puis l'année dernière en 2022 aux arts visuels et aux artistes auteurs, voilà, notamment, non, également au secteur du livre. Donc vous avez ici l'étendue des partenaires qui soutiennent et qui sont également pour la grande majorité à l'initiative de cette cellule. Alors, sur la slide qui suit, donc, on explique ici un petit peu le déroulé pratico-pratique du fonctionnement de cette cellule. Nous avons un numéro de téléphone dédié qui est donc le 01 87 20 30 90 avec donc des horaires d'ouverture du lundi au vendredi, 9h 13h et 14h 18h. Nous avons également une adresse mail dédiée pour permettre donc aux personnes qui en auraient le besoin ou le souhait de pouvoir nous contacter en dehors de ces horaires-là de façon à ce qu'elles soient rapidement recontactées. Donc quand nous avons les appels en direct, les personnes qui nous contactent sont prises en charge par des expertes de l'accompagnement social qui sont des collaboratrices audience et qui étaient déjà expérimentées donc, dans l'écoute et dans l'accompagnement social sur d'autres thématiques et qui se sont formées spécifiquement à accueillir la parole sur des situations de VHSS. Elles vont avoir donc pour mission de pouvoir, alors évidemment, avant toute chose, écouter, permettre de libérer la parole. Et puis ensuite, elles vont, au regard des éléments qui vont être partagés, elles vont pouvoir donc proposer une orientation, soit vers un soutien psychologique. Donc ce soutien psychologique, il est proposé par des psychologues cliniciennes expérimentées évidemment sur ces typologies de situations. Donc là, on va tenter de leur donner des clés pour surmonter les situations qu'elles viennent de vivre ou qu'elles ont vécues, mais qui sont bien évidemment des situations encore difficiles à aborder au quotidien. Et puis, on va leur proposer donc un second axe qui sera plutôt un conseil juridique. Donc, ce conseil juridique, il est opéré par des avocats spécialisés également sur ces situations et qui vont avoir pour mission, dans un premier temps, de qualifier les faits. C'est très important puisque c'est ce qui va finalement ouvrir la suite du conseil et permettre de donner des voies possibles. Donc, ces voies de recours, elles peuvent être différentes, elles peuvent être pénales bien évidemment, mais elles peuvent être également prud'homales. Donc, tout dépend de la situation qui est exposée. Et puis, ce conseil juridique va se finaliser par des indications sur les démarches qui sont susceptibles d'être engagées. Voilà, en fonction, évidemment, si on s'engage sur quelque chose de prud'homal ou de pénal, bien évidemment, la démarche, elle n'est pas la même. Donc ici, il y aura des éléments et puis aussi peut-être donner des informations sur quelque chose qui aujourd'hui est une vraie question et qui représente un frein très souvent, c'est l'aspect financier de l'action en justice. Parce que, pour vous donner un exemple, déposer une plainte, c'est quelque chose qui en soi est gratuit et qu'on peut faire seul. Mais s'agissant de VHSS, il est toujours important de bien choisir les termes qu'on va employer, d'exprimer le plus justement possible le déroulé des faits et de la situation et être accompagné par un avocat pour ce dépôt de plainte, c'est quelque chose qui est évidemment précieux. Mais
qui engage des frais. Donc là, l'avocat va être en charge de pouvoir donner des possibilités d'accompagnement financier existant pour ce dépôt de plainte, par exemple. Alors, évidemment, rien ici n'est imposé. Il s'agit d'un conseil juridique qui n'est absolument pas porté par ailleurs par les avocats de la cellule. Hein. Ça ne relève pas de leur domaine d'intervention ici. Il s'agit vraiment d'apporter un conseil pour que la victime puisse avoir en main tous les éléments qui vont permettre d'aiguiller en fait sa prise de décision en tout état de conscience. Je veux bien, Xavier, que tu avances sur la slide qui suit. Oui, quelques chiffres peut-être au 31 décembre, donc pour donner une idée sur l'année 2022. D'ailleurs, non, depuis le début de la cellule, à vrai dire, c'est plus intéressant. Donc, je vous le disais, la cellule, elle a été mise en œuvre dès juin 2020. Pour rappel, on était sur un contexte compliqué puisqu'on était encore en pleine crise sanitaire au tout début. Il a été très difficile à ce moment-là, par ailleurs, de communiquer sur l'existence de cette cellule. Il n'y avait absolument pas d'activité. Donc, ça a été une année pleine de défis pour le travail de la cellule. Et disons qu'en 2021, nous avons pu plus largement débuter notre travail de communication et de diffusion de cette information précieuse pour les victimes et les témoins. Ce qui fait que, à date, au 31 décembre, nous avons recensé 429 appels pris en charge par la cellule. 364 appels téléphoniques en direct, donc dans le cadre de nos horaires, et 65 mails pour des demandes donc, de rappel ultérieures. On essaie, on a un engagement à recontacter les personnes qui nous ont manqué par téléphone sous 48 heures ouvrées. Donc sur ces appels, 187 concernaient directement le périmètre de la cellule. Ce que ça veut dire en clair, c'est que nous intervenons sur les situations de VHSS qui vont se dérouler dans le cadre professionnel. Ce qui veut dire que lorsque nous avons des appels de personnes qui vivent ou ont vécu ce type de situation, mais dans le cadre de la relation privée, par exemple, nous allons les orienter vers des interlocuteurs dédiés, tels que le 3919, bien évidemment, qui est le numéro donc, national de violences faites aux femmes, par exemple. Nous avons aussi des employeurs qui nous contactent parce qu'un signalement leur a été fait et ils s'interrogent sur leurs moyens d'action. Du moins, ils savent qu'ils se doivent d'agir et de protéger la victime, mais pour autant, sur la partie opérationnelle, ils ont quelques doutes, des questionnements, donc ils ont un besoin d'être aiguillés. Alors évidemment, il y a toujours un petit échange qui se fait avec l'ensemble des interlocuteurs, mais globalement, ici, il n'est pas... il ne serait pas logique de les orienter vers un conseil juridique qui s'adresse uniquement aux victimes et aux témoins. Donc, dans ce cas, nous les retournons vers leurs interlocuteurs dédiés, là encore, que sont par exemple la médecine du travail ou les syndicats. Alors, sur les profils des appelantes, majoritairement, donc, nous avons des femmes, sans surprise, donc 75% des femmes. 58% des personnes qui nous appellent donc, sont des victimes, 12% des témoins. Et puis, comme je vous le disais, 30% des appels concernent d'autres types de demandes, donc des informations sur la cellule, une recherche de conseils, et puis des sollicitations également d'associations culturelles, parce que on a la chance, il est vrai, d'avoir beaucoup d'associations très engagées sur ces questions, qui, par ailleurs, tiennent des permanences physiques autant qu'elles le peuvent, puisque ça relève complètement du bénévolat de leur part et vraiment on salue le travail qu'elles font. Mais voilà, elles arrivent aussi à la limite de ce qu'elles peuvent apporter, à savoir une première écoute, un premier soutien, mais en termes de conseil juridique, par exemple, elles ont ce fabuleux réflexe qui est d'orienter vers la cellule d'écoute d'audience pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'accompagnement proposé. Alors, sur la slide qui suit, quelques éléments de précision oui, sur la typologie toujours des personnes qui nous contactent. Donc, nous avons en termes de victimes et de témoins 87% de femmes. Donc, une part d'hommes reste présente et n'est pas à négliger, car nous avons aussi des hommes qui souffrent de harcèlement sexuel la plupart du temps dans leur activité professionnelle. Sur les tranches d'âge que nous rencontrons,
quasiment la moitié ne souhaitent pas donner trop d'informations parce qu'elles ont peur d'être identifiées, ce qu'on peut comprendre. Voilà, donc avec les éléments qu'on a, ce qu'on peut dire, c'est que 25% représentent tout de même des victimes ou des témoins de 25 à 35 ans, 17% de 35 à 45 et 9% de plus de 45 ans. Voilà. Sur les secteurs qui sont touchés, tous les secteurs quasiment, si ce n'est pas tous, sont touchés, mais en tout cas, sur les appels que nous avons, les victimes ou les témoins sont pour 62% d'entre eux sur le secteur du spectacle vivant et 36% sur le spectacle enregistré. 2% proviennent d'appels émis par des artistes-auteurs. C'est un chiffre aujourd'hui qui est encore très modeste, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la cellule a été ouverte aux artistes-auteurs en 2022 seulement. Donc, c'est très, très récent. Et nous avons besoin de nous rapprocher encore un peu plus de ces publics-là pour leur partager l'information et l'existence de la cellule. Sur les orientations que nous avons apportées donc, sur ces 2 années, 150 personnes ont été accompagnées, dont 62 en 2022. Cette précision, parce que ce qu'on note, c'est qu'entre 2020 et 2021, il y avait déjà bien évidemment une augmentation des sollicitations, mais ça a été clairement souligné entre 2021 et 2022, nous avons de plus en plus d'appels et de plus en plus de demandes d'orientation vers du conseil juridique. Je crois que, oui, voilà, je vous le note juste en dessous, à peu près 30% de demandes de conseil juridique en plus. Donc, c'est assez intéressant pour qu'on le souligne, puisque aujourd'hui, on note une dynamique des victimes à pouvoir en fait saisir les voies de justice pour pouvoir dénoncer les situations qu'elles vivent sur leur milieu professionnel. Donc 72 personnes, pardon, je voulais juste revenir, voilà, 72 personnes ont demandé à être mises en relation avec une psychologue, 78 personnes ont demandé à être mises en relation avec un ou une avocate et 14 personnes ont bénéficié à la fois d'un accompagnement psychologique et d'un accompagnement juridique, puisque bien évidemment, l'un peut aller avec l'autre. Alors ensuite, 27% des faits sont de plus d'1 an et 51% de moins d'1 an. Oui, les personnes qui nous contactent sont la majorité du temps des personnes qui ont vécu des situations par le passé et qui aujourd'hui rencontrent différentes difficultés, donc soit n'ont pas réussi à dépasser les traumatismes qu'elles ont vécus, soit ces traumatismes-là ont fait pour différentes raisons qu'elles se sont un petit peu alors qu'elles se sont éloignées ou plutôt elles ont été éloignées en fait de leur réseau professionnel parce qu'elles ont justement osé parler. D'autres n'ont pas osé parler et du coup sont rentrées dans un mutisme pour se protéger sur le plan professionnel, mais avec le temps, finalement, ce qu'elles découvrent et ce dont elles se rendent compte, c'est que ça n'est pas cédé, puisqu'il y a un moment en fait où elles n'arrivent plus à gérer cette situation et donc elles finissent par nous contacter pour pouvoir avoir un soutien psychologique et donc parfois un conseil juridique. Ce qu'on note sur les situations qui nous sont remontées également, c'est que 65% du temps, ce sont le fait de supérieurs hiérarchiques. Bien évidemment, il reste une grande partie malgré tout de faits qui sont imposés par des collaborateurs, mais globalement, ça reste majoritairement il y a un lien hiérarchique très, très souvent. Je ne veux pas non plus trop déborder sur les spécificités, mais par exemple, on sait que sur ces thématiques de VHSS, il y a une forte notion d'emprise qui est constatée dans les métiers artistiques. Et cette notion d'emprise implique très, très souvent un lien hiérarchique entre quelqu'un qui est considéré comme un mentor dans son évolution professionnelle et puis la victime de cette emprise. La répartition donc, des situations, 53% sont des agressions physiques et 47% des attitudes ou des propos sexistes ou sexuels, donc qui interviennent de manière négative sur l'évolution de la carrière. Les suites juridiques qui sont connues. Alors, on précise ici les suites juridiques qu'elles sont connues, puisque, comme je le disais, les appels que nous prenons sont des appels qui sont anonymes et confidentiels. Nous invitons, si elles le souhaitent, les personnes, bien évidemment, à nous recontacter pour avoir
si elles en ont besoin, un complément d'information lorsqu'elles sont engagées sur une voie juridique. Certaines le font, d'autres pas. Donc les suites que nous en avons ici, c'est les suites qu'elles ont bien voulu nous donner en revenant vers nous. Nous avons 9 plaintes qui ont été déposées au pénal, 2 mains courantes, une procédure prud'homale qui a été entamée. 6 personnes ont exprimé l'intention d'intenter une action et 2 mises en demeure ont été adressées à des employeurs en 2022. Voilà pour les suites juridiques connues. Les appuis et les ressources. Oui, alors sur les appuis et les ressources, nous avons, je vous le disais tout à l'heure, une adresse mail, mais nous avons également un site internet dédié à la cellule que nous avons donc créé par la même occasion et qui va permettre 2 choses. Ce site va permettre d'une part de mettre à disposition des ressources pour les professionnels, mais également les employeurs. Donc nous avons recensé un maximum d'informations en termes de fiches outils, pardon, je cherche mes mots, de mode d'emploi, tous les outils qui ont été créés par les associations, les comités comme par exemple, parce que c'est quand même des premières qui est sortie, une des plus connues, celle des CCHSCT de la prod audio. Et du cinéma avec le collectif 50-50 qui ont sorti un super document qui permet de savoir exactement ce que je dois faire dans le cas de situations rencontrées, quel est mon interlocuteur, quelles sont en tant qu'employeur mes obligations, en tant que victime, qui je peux solliciter. Voilà, tout un tas de fiches pratiques pour savoir comment réagir, des coordonnées utiles pour savoir qui appeler, que ce soit dans le secteur institutionnel ou dans le secteur associatif. Nous avons donc organisé ceci par profil, comme vous pouvez le constater, donc que vous soyez employeur, professionnel ou tout simplement par secteur. Voilà, je veux bien la slide qui suit. Voilà, des exemples de fiches outils. Donc, ce sont évidemment des outils qui sont régulièrement actualisés. On a un accord de branche, vous le savez, des entreprises artistiques qui est sorti en novembre dernier, qui a été intégré ici. Le secteur du jeu vidéo qui a fait beaucoup de choses dernièrement, a sorti aussi des éléments de contenu pour pouvoir aider les employeurs à agir. C'est pareil, on l'a indiqué ici. On fait très souvent des webinaires, des rencontres, des interviews qu'on met sur le site internet pour pouvoir enrichir constamment les nouveautés, ce qui se fait pour lutter contre les VHSS. Donc voilà, je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous avez l'occasion. Et puis, dernière slide peut-être, des supports d'information que nous mettons à disposition. Alors, nous intervenons assez régulièrement à l'extérieur de façon à aller rencontrer évidemment nos publics pour pouvoir donc présenter la cellule. Et nous avons mis à disposition sur le site des flyers, des affiches et des autocollants pour que les employeurs puissent mettre à disposition sur le terrain, donc sur des lieux de tournage par exemple, ou envoyer avec une fiche de service envoyée par mail également, ces petites plaquettes de communication qui vont permettre d'identifier la cellule comme interlocuteur des victimes ou des témoins éventuels de situations de VHSS. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Voilà, j'ai dit l'essentiel et j'arrive au bout de la présentation. Merci beaucoup, Nadia. Voilà. Oui, j'allais dire, en plus, je pense que tu as déjà répondu. Je regardais dans le chat, il y avait pas mal de questions, mais je pense que tu as répondu au fur et à mesure de ta présentation à oui. pas mal de ces questions. Mais Judith, est-ce que tu as des questions à nous faire remonter? Non, bah c'est essentiellement des questions de. Enfin, il y a beaucoup de questions sur le champ d'application de la cellule. Donc, où que ce soit pour voilà, est-ce que le harcèlement hors harcèlement sexiste et sexuel est-il compris aussi? Est-ce que vous répondez à ce genre de demande-là? Je pense que tu as déjà répondu, mais si tu veux le repréciser. Le Oui, harcèlement moral au travail hors sexiste et sexuel. alors non, le harcèlement moral, non. On n'a pas vocation à y répondre. On est vraiment centré sur les questions de violence et de harcèlement sexiste et sexuel dans le cadre du travail et dans le secteur de la culture. Donc on reste vraiment dans le cadre de ce périmètre.
Très bien, merci beaucoup. Et dans le cadre de la culture, est-ce que ce serait ouvert aussi aux étudiants et aux étudiantes, éventuellement d'écoles, donc d'écoles de cirque en l'occurrence, ça peut être d'autres secteurs? Alors, on a par ailleurs, des appels effectivement d'étudiants, ou d'écoles également. On va leur donner quelques informations, en toute logique, mais nous allons les orienter ensuite vers une autre cellule qui est dédiée, aux écoles qui relèvent du public et des étudiants, qui est à l'Autiscrime, et qui fait, l'équivalent de ce qu'on va apporter, à peu près, mais pour ce, public spécifiquement et qui intervient. Donc on reste vraiment ancré sur les professionnels en activité. Merci beaucoup. Une autre question, alors est-ce que Audience peut mettre à disposition du matériel de communication pour que nous puissions informer notre communauté sur la cellule d'écoute? Absolument. Alors, de 2 choses l'une, soit vous avez effectivement l'adresse mail, qui était indiquée dans la présentation, que vous pouvez utiliser pour nous solliciter et on vous enverra bien évidemment, du matériel. Soit vous allez directement sur le site internet et vous avez donc un onglet qui s'appelle Kit Média et vous pouvez donc télécharger en toute autonomie, ces outils, au format papier ou comme je le disais au format, numérique pour pouvoir le mettre à disposition. Bien, merci beaucoup. Peut-être une petite dernière. Mmh. Est-ce que des artistes, mais quand ils ne sont pas forcément dans le cadre, enfin qui sont par exemple dans un cadre, je ne sais pas si tu avais déjà répondu à ça, mais d'être intervenants, intervenantes par exemple ou enseignants, enseignantes, est-ce qu'ils vont vers l'Audiscrime ou est-ce qu'ils peuvent justement, à ce moment-là, utiliser la cellule psychologique d'audience? Peut-être que tu l'as déjà dit, mais il y a une question. Alors, pardon, pour être sûr de bien comprendre, sur leur statut, ils sont enseignants, mais enseignants dans le secteur de la culture? Alors je pense qu'ils sont alors à mon avis, c'est par exemple quelqu'un qui sera enseignant, en cirque. Par ailleurs, il est circassien ou circassienne. Ah, Mais là, il s'est fait harceler ou elle s'est fait harceler dans le cadre, en tout cas, de son enseignement, dans le cadre de son travail d'enseignement. il peut absolument nous contacter et on répondra à sa demande pour le coup. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous voulez une dernière ou Xavier, je passe? On C'est pareil, c'est peut, une question de champ d'application. Qu'en après, penses-tu? comme tu veux, après, on peut continuer. Et justement, c'est des questions auxquelles on On pourra pourra vous répondre à la fin. très bien. Alors, cela dit, juste, hein, s'il y a d'autres, questions pour pas prendre trop de temps sur ce webinaire, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser l'adresse qui a été communiquée pour poser les questions. J'y répondrai, rapidement et avec plaisir, évidemment. Je vais les remettre, je vais les remettre dans le chat. Merci. C'est vrai que c'est bien de le rappeler, c'est qu'il y a, voilà, c'est aussi une première prise de contact avec un public, mais c'est vrai que voilà, ensuite, on est tous, toutes et tous là pour vous répondre justement sur nos sujets de prédilection et Nadia sur la cellule d'écoute. Donc, pour continuer, on va maintenant parler des obligations de l'employeur. Je fais juste aussi un petit point. C'est vrai que dans la fiche que Judith vous a donné, il y a effectivement aussi d'autres interlocuteurs qui peuvent être intéressants. On a parlé de la cellule d'écoute d'audience puisqu'elle est spécifique spectacle vivant, mais il y a effectivement, je voyais des questions en fait qui touchaient aussi un peu à la notion de discrimination. Donc discrimination plutôt qui peut être effectivement en fonction du sexe, mais aussi en fonction des origines. Et là, il y a effectivement d'autres interlocuteurs, par exemple, comme justement, je vais retrouver euh, comme le défenseur des droits, pardon, excusez-moi, comme le défenseur des droits qui est justement spécifiquement dédié. Donc ça, c'est des questions dont on pourra rediscuter ensuite. Concernant maintenant les obligations de l'employeur, effectivement, on en parlait et on parlait un peu des prud'hommes. C'est parce qu'effectivement, euh, cette obligation de l'employeur, elle vient justement même de quelque chose qui est beaucoup plus large et pas spécifiquement dédié au BHSS, mais cette obligation générale de l'employeur, c'est de protéger la santé et d'assurer la sécurité de ses salariés. Et c'est vrai que, y compris justement de fait de VHSS. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans ce sens-là. Et je dirais même plus de ces salariés dans différents cadres, c'est-à-dire autant des agissements qui auraient lieu sur le lieu de travail entre deux salariés, que des agissements qui pourraient avoir lieu en dehors du lieu de travail et en dehors des horaires de travail, mais entre deux salariés, autant
que des agissements qui pourraient avoir lieu entre un salarié pendant ses horaires de travail et une personne extérieure, un prestataire extérieur, voire justement le salarié d'une autre structure. Voilà, pour parler dans le secteur du spectacle vivant, des fêtes VHSS qui pourraient avoir lieu entre des salariés d'une compagnie, par exemple de théâtre ou de cirque, et d'un lieu de diffusion. Tout ça implique justement à l'employeur de prévenir justement ces agissements. En fait, on a un article du Code du travail justement qui précise, euh, pour vraiment le résumer, que l'employeur a 3 obligations. Une obligation de prévention tout d'abord, puis j'y reviendrai aussi, une obligation d'action et une obligation de sanction. C'est vraiment un triptyque qu'il doit respecter. Prévenir, donc là je le mets comme ça, prévenir, ça veut dire effectivement essayer d'atténuer, voire d'annihiler le risque de fait de VHSS au sein de sa structure. Et pour ce faire, ça va être beaucoup d'informations. Déjà, ça commence par voie d'affichage au sein de la structure pour rappeler notamment autant les règles en matière de VHSS que les numéros importants en cas de problème. Vous avez aussi une obligation, alors c'est quand vous avez un règlement intérieur, donc c'est-à-dire dès lors que vous avez plus de 20, pour les entreprises d'au moins 20 salariés, de repréciser dans ce règlement intérieur les dispositions du Code du travail qui sont liées au VHSS. Vous avez notamment aussi, alors ce mot un peu barbare, le DUERP, mais le document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit lister, quand on est une entreprise, une structure, tous les risques que les salariés pourraient subir et les solutions mises en place par l'employeur. Ben voilà, c'est une obligation, voilà, de l'intégrer dans ce document unique, un peu comme ça avait été fait au moment de la Covid. Et enfin, et c'est là que je vais peut-être laisser un peu plus la parole à Cédric, une obligation de formation. Alors, obligation qui peut être différente, qui déjà, qui est obligatoire, on va dire, en tout cas, qui va devenir importante, dans le sens où pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés, une personne doit être nommée référent au sein du comité social et économique. Que pour les entreprises de moins de 11 salariés, c'est possible, mais également, il y a de toute façon une obligation de formation dès lors que des structures du spectacle vivant demandent des subventions étatiques. Ça, c'est ce qui vient du plan de lutte contre les VHSS du ministère de la Culture. Mais même sans cette obligation-là, comprendre que l'obligation de l'employeur en termes justement de prévention implique notamment de mettre en place un protocole pour justement traiter justement ces faits-là, qui, de mon point de vue, en tant qu'ancien représentant du personnel ayant suivi les formations de l'AFDAS, me paraissait primordial pour pouvoir ne serait-ce que comprendre et mettre en place ce genre de choses. Là, je m'arrête là. Cédric, je te laisse la parole. Merci Xavier. Effectivement, tu as bien posé les choses, c'est-à-dire qu'il y a 2 endroits où il y a un travail qui doit être fait par les entreprises au titre de la lutte contre les VHSS. C'est bien autour du référent ou de la référente au titre du CSE et aussi via les obligations qui sont depuis maintenant quelque temps imposées par le ministère de la Culture ou par le CNC pour les entreprises de l'audiovisuel pour bénéficier de demandes de subventions avec avoir mis en place tout un travail en amont autour des VHSS. Je vais tout de suite vous partager dans le chat le lien vers la page dédiée de l'AFDAS pour que vous puissiez la voir. Donc, en fait, pour lutter contre les violences et le harcèlement, le conseil d'administration de l'AFDAS avait souhaité que l'AFDAS développe une offre spécifique. C'est ce qui est fait, je vous ai mis le lien. C'est une offre de service qui permet d'engager des actions à différents niveaux au sein des entreprises.
vous avez en fait, il y a 3 grands niveaux, on va dire, pour faire court. Il y a effectivement, ça rejoint, ce qui était dit tout à l'heure par Nadia sur la question de l'information, hein, et sur, ce que vous disiez aussi là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a un premier niveau d'information. L'idée étant de permettre à ce que au sein des entreprises qui engageraient ces actions-là, l'ensemble des salariés puissent avoir un même niveau d'information. C'est vraiment cette sensibilisation, c'est aussi ce qui se passe ce matin, autour de définir les termes auxquels on a affaire, de définir les situations, de manière à ce qu'il y ait une identification, des, potentielles situations dans lesquelles, des salariés se trouvent confrontés. À savoir que dans ce premier étage, d'information et de sensibilisation, il y a une nouveauté depuis le début de l'année. L'AFDAS, en partenariat avec Olesio, a mis en place une plateforme, un centre de ressources en ligne sur la lutte contre les violences et les harcèlements sexistes et sexuels. Une plateforme en ligne, c'est un centre de ressources dans lesquels vous allez trouver à la fois des podcasts, des vidéos, des quiz, des articles, et qui permettent de véritablement s'approprier toute cette matière-là qui est à disposition pour pouvoir commencer à avancer sur ce sujet-là. Et c'est pas négligeable comme première étape. Euh, donc voilà, donc là, on est bien sur la phase de sensibilisation et de commencer à entendre parler des choses. 2e niveau, alors juste parce que je voyais qu'il y avait quelqu'un qui demandait si c'était normal qu'il n'y ait pas de slide, c'est parce qu'effectivement, j'interviens pour la première fois et on a échangé avec Xavier, c'était en fin de semaine dernière. Donc je disais que voilà, je trouvais important d'intervenir dès aujourd'hui, et on travaillera sur quelque chose de plus formalisé. Et puis, s'il le faut, dans les semaines qui viennent, d'ici 15 jours, je pourrais faire passer un support si on verra ça avec Xavier. Donc je reviens. Le 2e niveau, c'est bien de la formation. Donc comme vous pourrez le voir sur le site, il y a plusieurs endroits de formation. C'est pour les collaborateurs des entreprises. Il y a des parcours qui vont de 1 à 3 jours de formation sur les fondamentaux, sur comment on contribue à mettre en place des mesures et des actions concrètes, et puis après de mettre en place des vrais plans d'action. Et enfin, la formation de 3 jours pour les référents dont on a pu parler, qui sont désignés au titre du CSE. Donc pareil sur le site, alors effectivement, encore une fois, je suis désolé, après on fera passer ces informations-là, mais il faudra que vous alliez voir sur le site, vous avez les contenus des formations, vous avez les organismes de formation qui sont financés pour pouvoir travailler pour pouvoir être accompagnés sur ces formations-là, puisqu'il y a un référencement. Et puis enfin, vous avez le 3e étage qui est donc une sensibilisation, de la formation et un accompagnement. Donc là, on a des cabinets conseils. On a ce qu'on appelle l'appui conseil. C'est un dispositif, c'est une offre de service de l'AFDAS. Donc vous avez des appuis conseils à différents endroits sur la transition écologique, sur les ressources humaines, etc. Et donc spécifiques sur la lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. L'idée étant que à partir de là, vous allez piocher dans des cabinets qui ont été référencés et qui sont connus pour leur expérience dans ce domaine-là, et vous allez pouvoir mettre en place au sein de votre entreprise. Alors ça peut être un appui conseil individuel pour une entreprise ou collectif pour un groupe d'entreprises, des actions correctives au sein de votre entreprise. Voilà, donc on est bien à différents endroits. Une offre de service qui doit permettre de se saisir de ces sujets-là. Une question déjà financement qui n'est pas négligeable. Cette offre de service, pour ce qui est du spectacle vivant, elle est gratuite au sens où elle n'est pas prise dans le plafond des droits à la formation des entreprises. C'est-à-dire que c'est vraiment sur un budget spécifique à partir du moment où vous prenez sur l'offre de service de l'AFDAS. Évidemment, il existe
plein d'autres organismes, que ce soit des cabinets conseils et des organismes de formation qui agissent pour lutter contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. S'ils ne sont pas référencés, là, pour le coup, ça sera pris dans votre plan de formation. Si vous allez prendre dans l'offre de l'AFDAS, à ce moment-là, ça sera bien hors de votre plan de formation. Deuxième aspect, pour les intermittents du spectacle, c'est pareil, si c'est dans l'offre de l'AFDAS, il n'y a pas de carence, de manière à pouvoir permettre et faciliter justement la mise d'action comme celle-là. Il peut y avoir un exemple entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir pour certains intermittents du spectacle qui ont l'habitude de travailler avec des équipes artistiques ou des lieux qui peuvent faire la formation au titre de cette structure. Donc là, pareil, c'est pris en charge à 100% sans prendre sur le plan de formation de l'entreprise, ni créer de carence pour les intermittents du spectacle. C'est des aspects qui nous semblent importants pour éviter justement le frein ou avoir à choisir, mais vraiment de se dire ça fait partie des éléments pour lesquels nous considérons qu'il faut qu'il y ait une mise en œuvre intense à cet endroit-là et de pouvoir accompagner l'ensemble des professionnels qui souhaiteraient aller sur ces sujets-là. Je pense que, alors je suis peut-être allé un petit peu vite, j'ai pas vu s'il y avait d'autres questions, mais je peux répondre à ces questions-là. L'idée, c'était de vous faire un premier tour d'horizon cette fois-ci, mais je peux répondre aux questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si Judith, il y a des questions. Il y a quelques questions, je peux les lire. Alors, c'est des questions soit pour Cédric, soit pour Xavier. Parce qu'il y a des questions sur l'obligation justement du plan de lutte. La question est pour les compagnies, par exemple, qui n'ont pas de permanent. Enfin, c'est classique chez nous. Quand il n'y a que Ouais. des intermittents, comment on le fait? Alors, on a déjà eu ce souci-là. C'est vrai que on ne peut pas financer de la formation pour des bénévoles. Il faut dire qu'à l'AFDAS, il y a un cas exceptionnel qui est la branche du sport pour lesquels c'est existant, mais depuis très longtemps. Et donc, pour le moment, il n'est possible que d'envoyer des salariés ou des intermittents du spectacle en formation. C'est pour ça que nous, on a tendance à indiquer aux structures qui n'ont pas aux équipes artistiques qui n'ont pas de permanent, de voir avec les intermittents avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Et c'est pour ça qu'on a facilité le fait que des intermittents qui travaillent avec eux de manière régulière, ils puissent voir avec eux pour qu'ils puissent suivre la formation. Et comme je le disais, ça ne crée pas de carence pour les intermittents. Donc, ça peut être intéressant pour les deux. Mais effectivement, il n'est pas possible. Si la question derrière, c'était est-il possible d'envoyer en formation les bénévoles? Non, ce n'est pas possible. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs questions qui tournent autour de cette question-là. Donc, savoir est-ce que pour les intermittents, c'est possible? Est-ce que donc pour les dirigeants bénévoles ou non salariés, ça vous avez répondu. Et du coup, la même question qui va un peu avec, c'est donc est-ce qu'une formation, par exemple, faite par un intermittent ou une intermittente, peut être valide pour plusieurs structures dans ce cas? Oui, à partir du moment où il y a les intermittents, ils doivent connaître ce terme, et même d'ailleurs les équipes artistiques ou les lieux, c'est les intermittents recommandés. L'idée, c'est d'effectivement de permettre à une structure de pouvoir bénéficier, entre guillemets, enfin voilà, de la formation suivie par un intermittent à partir du moment où c'était entendu entre cette structure ou ces structures et cet intermittent ou les intermittents. Donc là, ça peut être possible à cet endroit-là. Après, moi, je serais réservé. J'ai vraiment un peu d'interrogation. Il faudrait que je le creuse, mais peut-être que Xavier ou Nadia le savaient, mais vis-à-vis du ministère de la Culture, parce que je pense que la question était là, est-ce que vis-à-vis du ministère de la Culture, ça fonctionne? J'aurais tendance à dire que oui, mais là, ça serait sous toute réserve. Il faudrait que je creuse la réponse si jamais personne d'autre ne l'a. Je pense effectivement que c'est une question qui se poser. Je n'ai pas la réponse concrète, mais je pense qu'effectivement, pour justement le plan de lutte, il faut bien effectivement trouver des choses. On essaie d'avoir des retours. On voudrait aussi à un moment pouvoir peut-être faire un bilan justement de la mise en place de ces nouvelles règles et de ces nouvelles formations
pour savoir justement en fonction des subventions qui sont versées, ce qui est demandé par chaque, notamment pour les subventions étatiques, et de savoir effectivement, quand on parle d'une personne formée, etc., si justement ce cas spécifique peut marcher. Et j'espère que oui, mais pour l'instant, nous n'avons pas de retour et nous n'avons pas la réponse du ministère. Nadia, je ne sais pas, mais ouais. Pardon, oui, parce que je hoche la tête comme si tout le monde me voyait, mais pas forcément. Non, je n'ai pas non plus la réponse. Je sais qu'il y a un sujet, mais pour le moment, je n'ai pas plus d'informations que vous, hein. Merci. Alors une question peut-être plus précisément sur l'obligation d'avoir un référent VHSS. Est-ce que ça arrive du coup à partir du moment où on a un CSE, donc potentiellement en fonction des équivalents temps plein, à partir de quel effectif on est obligé d'en avoir? Est-ce qu'avec le plan de lutte, c'est obligatoire dès le début? Voilà, je ne sais pas qui d'entre vous veut répondre. Xavier avait déjà répondu. L'obligation, elle est bien à partir des plus de 11. Là, il y a vraiment une obligation. Et effectivement, l'idée, il y a une sorte d'incitation. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir la nomination d'un référent au sein de toute entreprise, même auprès des plus petites. Mais l'obligation, elle est bien au-dessus de 11 salariés. Et donc, 11 salariés équivalent temps plein, c'est Oui. c'est exactement les mêmes calculs justement pour la mise en place du CSE. Si vous cherchez des exemples là-dessus, on a une étude dessus, si je ne dis pas de bêtises, sur Arsenal, qu'on pourra peut-être vous mettre. Est-ce qu'il restait une question? Sinon, je vais continuer sur les obligations de l'employeur parce que... Juste, excusez-moi Xavier, juste pour finir, je vous coupe, mais c'était pour vous donner juste un indicateur de la façon dont le secteur du spectacle vivant s'est saisi de cette problématique-là. Sur le budget qui est pour le moment, alors ce budget va sans doute être revu à la hausse, hein, mais sur le budget qui est pour le moment avait été réservé par la branche du spectacle vivant sur l'offre de services sur la lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Il y a presque 50% de cette enveloppe qui est consommée à aujourd'hui, je viens de vérifier. Donc, qui montre bien qu'on a vu depuis la rentrée une montée en puissance sur l'investissement qu'il peut y avoir de la part des professionnels, ce qui est vraiment une bonne chose. Et on voit à quel point voilà, ça ne se dément pas. Donc, ça fait partie des sujets pour nous de préoccupation. Et on voit que les professionnels s'en sont saisis, s'en sont bien saisis. Merci beaucoup pour cette information supplémentaire. Merci. Je pense qu'on gardera les questions subsidiaires pour la fin. On commence à arriver dans du plus précis. Très bien. Alors, je continue. Donc, effectivement, pour reprendre, on était bien sur l'obligation, là, cette fois-ci, de prévention et donc de la mise en place, là, notamment, d'un protocole. Et je disais que c'était ce protocole qui, enfin, notamment, implique quand même de faire cette formation, puisque donc, ce protocole est bien obligatoire à mettre en place, en tout cas pour respecter son obligation de prévention sur les VHSS. Et quand on entend un protocole, c'est voilà, au moment où un fait VHSS m'est remonté, voilà, en tant que dirigeant, en tant que représentant VHSS, qu'est-ce que je mets en place et comment justement les choses vont arriver. C'est à ce moment-là, quand le protocole est mis en place, on arrive effectivement sur cette obligation potentiellement d'action de l'employeur. La première action qu'un employeur doit mettre en place quand un fait VHSS est remonté, encore une fois, hein, pas encore avéré, mais remonté, c'est de mettre un terme au fait VHSS. C'est-à-dire qu'ensuite, comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on met un terme? Il y a beaucoup de façons de faire, mais ça peut être justement d'écarter les deux personnes, potentielles victimes, potentiels agresseurs, de changer des horaires. Voilà, ou en tout cas de permettre du télétravail, par exemple. Je donne plein d'exemples, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas faire perdurer ce fait-là. Si je reprends le cas on va dire, des agissements ou des harcèlements, on va dire, d'ambiance, le fait, par exemple, de mettre des affiches, ça va évidemment être de retirer tout de suite les affiches litigieuses. La deuxième chose, c'est d'initier un protocole de traitement, et c'est pour ça effectivement que c'est quelque chose qui est important de suivre peut-être une formation. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour créer ce protocole, mais ça demande vraiment un travail. Ce protocole, il commence par évidemment le fait de recevoir la personne
victime pour savoir si les faits qui sont relatés par cette personne sont qualifiables de faits de VHSS. C'est la première chose qui implique du coup de bien comprendre justement les définitions légales, puisque effectivement on met l'obligation sur l'employeur, un peu comme un juge, mais en tout cas en première personne qui va devoir prendre une décision. Donc c'est vrai que c'est important d'être formé là-dessus. Donc dès lors qu'un fait qui est remonté est susceptible d'être qualifié de violence ou de harcèlement sexuel et sexiste, on initie ce protocole qui va en fait être une sorte d'enquête. L'idée, ça va être de récupérer en fait assez d'éléments pour justement se faire une opinion en tant qu'employeur pour savoir si les faits sont avérés ou non. Donc ça va être effectivement de recevoir peut-être des témoignages, de prendre le temps de discuter avec le potentiel agresseur pour savoir justement ce qu'il en est. Et d'autres choses, tout ça pour en arriver à la troisième obligation de l'employeur qui est de sanctionner ou non, évidemment. Mais c'est si effectivement après l'enquête les faits ne sont pas avérés, c'est de prendre la décision potentiellement de ne pas sanctionner l'agresseur. Si les faits sont, en tout cas de l'opinion de l'employeur, sont qualifiables de fait de VHSS, sont qualifiés de fait de VHSS, à ce moment-là, il faut trouver une sanction qui est proportionnelle à la gravité des faits, qui pourrait aller du blâme, on va dire, pour un agissement sexiste, qui peut aller évidemment au licenciement pour une agression sexuelle. Et avec évidemment toute la palette de ce qu'un employeur peut justement appliquer. Voilà pour ces trois obligations. Ce que je peux rajouter justement ici, c'est également que le plan de lutte contre les VHSS qui a justement implémenté, on va dire, des obligations supplémentaires dès lors que vous faites des demandes d'attribution de subventions étatiques. Pour la plupart de ces engagements, alors voilà, ces 5 engagements qui sont prévus, vous en avez 2 en tout cas, qui sont des reprises tout simplement des obligations d'employeur. C'est vraiment être en conformité avec le Code du travail et créer un dispositif de signalement efficace. Mais vous avez effectivement des obligations spécifiques qui sont notamment de former à la fois la direction, mais aussi les encadrants et potentiellement le ou la DRH, mais en tout cas les encadrants et les personnes désignées référentes au recueil de la parole, à la gestion des situations de VHSS. Donc ça veut dire effectivement de former toute une partie de la structure. Donc il faut vraiment le prendre en compte. Et autre engagement, c'est sensibiliser formellement les équipes et organiser la prévention des risques. Et ensuite, engager un suivi et une évaluation des actions en matière de lutte contre le VHSS. Donc, ce qui implique vraiment d'être proactif sur ces questions et justement d'émettre un suivi, ce qui, je pense, va servir ensuite juste aux autres, en tout cas au ministère, pour justement faire une remontée pour savoir voilà, comment améliorer encore justement cette protection et pour lutter justement contre ces faits de VHSS. Voilà pour les obligations de l'employeur. Je ne sais pas, Judith, s'il reste des questions, sinon je rebasculerai sur le droit des victimes et des témoins, et puis on aura ensuite le temps à la fin de discuter de ces questions. Alors, il y en avait une avant qui est rentrée plus ou moins dans cette chose-là, c'est de savoir si un employeur dirigeant, est-ce qu'il est responsable aussi des faits, donc pour ses salariés bien sûr, mais est-ce qu'éventuellement pour les personnes bénévoles, comment ça se passe? Je ne sais pas si tu as... Non, c'est une très très bonne question. Alors en principe, on est là, on est vraiment en droit du travail, donc en principe, c'est toute personne qui a des relations de travail. Ensuite, en tant que là, je vais le dire comme ça, mais c'est vrai que peut-être que Judith, tu pourras me compléter, mais c'est vrai qu'on a toujours des obligations et si des faits sont susceptibles, mais ils ne seront pas qualifiés de VHSS au sein du droit du travail, puisque effectivement, le droit du travail ne s'applique qu'entre les relations entre employeurs et salariés, mais ce qui n'empêchera jamais, par exemple, un bénévole de se retourner contre une structure plutôt au niveau civil
pour mise en danger, par exemple, enfin, je réfléchis en tout cas, dès lors que l'employeur devait mettre en place des choses justement pour protéger, y compris ses bénévoles, il ne l'a pas fait, il peut être effectivement responsable. Mais en tout cas, pas aux yeux du droit du travail, plutôt au niveau pénal ou civil. Ouais, je te suis complètement. Ça va être un peu le même genre, à mon avis, de responsabilité qu'on aurait pour les publics, par exemple. Exactement. Ouais. Avec peut-être un lien plus fort à pouvoir prouver la mise en situation, parce que voilà, on est plus lié en effet aux dirigeants à ce moment-là, mais civil et pénal. Oui, parce qu'effectivement, pour le dire comme ça, un organisateur a aussi une obligation générale, par exemple, de sécurité et d'assurer la santé vis-à-vis de son public. Et donc, finalement, les mêmes choses sont là. C'est là où, effectivement, on va même au-delà d'un protocole, c'est là qu'on voit effectivement dans les festivals la mise en place de certaines choses pour permettre justement des mots codes pour prévenir des serveurs ou des personnes du staff qu'il y a un fait VHSS qui est en train de se passer, etc., etc. Ça permet de répondre à ces obligations très générales. Voilà, on a une question qui rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment, mais c'est savoir est-ce que dans les formations, dans les organismes de formation, il y a des choses qui forment, des formations qui forment du coup au, c'est un pléonasme, au recueil de la parole dont tu parlais. Est-ce que peut-être la formation de l'AFDAS, est-ce qu'on va prendre en compte ces choses-là ou pas? Question ouverte. Cédric, si tu veux répondre. J'étais en train de réfléchir sur il faudrait que je regarde un petit peu plus précisément le contenu des formations. Sur le niveau de sanction, c'est ça que vous demandiez? Quelles étaient les sanctions qu'il pourrait y avoir aux dirigeants? Sur le recueil, alors la question est vraiment sur le recueil de la parole, peut-être à mon avis aussi au niveau psychologique, peut-être. Ouais. Et enfin, en fait, à mon avis, c'est assez général. Alors en fait, oui, c'est au niveau ça c'est sûr au niveau des formations, même sur les appuis conseils, l'idée c'est effectivement, dans les structures de pouvoir leur permettre au-delà du référent, de mettre en place un fonctionnement vertueux global qui permet de prendre en compte, de fluidifier cette question-là et de faire en sorte que ça devienne quasiment naturel avec des signaux d'alerte, pour l'avoir discuté avec des collègues qui connaissent bien les organismes de formation qui y sont. Ils disaient: «C'est ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de rendre le plus fluide possible le fonctionnement et donc dans l'entreprise que cette parole puisse s'exprimer le plus tôt possible au cas où et puis, d'avoir, des process, notamment le référent est quand même un des cœurs importants, hein, dans ces structures. Voilà, mais ça, je sais que c'est des questions qui sont abordées du coup. Alors, si je peux me permettre de compléter ici, parce que pour le coup, c'est une des formations, certifiée justement par l'AFDAS, que moi j'ai eu l'occasion, de suivre. Hem, la formation en soi, elle a vraiment vocation à, pouvoir, s'approprier en fait, les termes, les clés pour pouvoir accueillir la parole. Mais, est-ce qu'on peut, considérer comment dire? Qu'elle suffit à pouvoir, en fait, porter ce poids que de recevoir des situations qui sont parfois très, très difficiles à recevoir psychologiquement. J'en suis pas certaine et c'est d'ailleurs pour ça que et c'est parce qu'il y a eu de la demande que la cellule, elle a été ouverte aux référents harcèlement. On vient en complémentarité ici, puisque l'AFDAS va former ces référents harcèlement-là. La cellule va pouvoir, en fait, les, soulager en leur proposant un accompagnement psychologique et pour les aider à tenir en fait cette posture qui est, ô combien compliquée, parfois. Oui, ouais, ouais, je suis Merci complètement d'accord beaucoup. là-dessus. Mais quand même, effectivement, voilà, c'est ça, c'est que la formation donne des clés, mais c'est vrai que je pense que déjà être prêt à recueillir ces paroles-là, je ne sais pas si on peut dire qu'on soit toujours voilà, Mmh. prêt à ces questions-là. Et je sais également qu'on commençait à être mis en place alors, encore une fois, il faudra avoir à l'usage, mais des structures qui peuvent remplacer, on va dire, euh, dans des petites structures, par exemple, etc., en fait, des personnes extérieures qui vont venir mener en fait le protocole et mener l'enquête justement et de recueillir la parole, qui sont potentiellement plus formées. En tout cas, voilà, je crois qu'il y a des structures là-dessus, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de retour. Donc, je m'arrêterai.
Ouais, mais effectivement, il y a quelque chose qui est en construction, je pense, sur ce terrain-là, parce que déjà, d'une, il faut effectivement être bien formé pour pouvoir mener l'enquête. Mais au-delà de ça, je trouve à titre personnel que c'est malgré tout un gage d'objectivité en fait de la part d'employeurs de faire appel à l'extérieur plutôt que de mener systématiquement l'enquête soi. Voilà. Oui, et puis tout dépend de la proximité. Enfin, voilà, en fait, chaque cas est tellement Oui, petite particulier. structure, grande, oui, c'est vrai. Tout Voilà, dépend de la petit, proximité. petit, grande structure, le fait de VHSS, la proximité, voilà, Ouais. si c'est un dirigeant ou le référent lui-même, par exemple, qui serait impliqué dans des faits de VHSS, effectivement, voilà, ça impliquera effectivement une extériorité et une objectivisation des choses aussi. Donc, Mm. voilà. Est-ce qu'il y a assez des questions? Est-ce que je passe peut-être à la quatrième partie, Judith? Bah, il reste des questions, mais il reste un quart d'heure, donc comme ça, on finit à temps et on pourra poser On les pourrait questions. poser. Ouais. Ça Dernière vous... partie, ou si je pense qu'on va faire ça, c'est le mieux. Dernière partie, le droit des victimes et des témoins. Euh, donc, on va commencer par la victime. C'est vraiment des droits, mais qu'il faut bien, voilà, qu'il est important de rabâcher, même si peut-être qu'ils sont connus. La première étant le droit à ne pas être sanctionné. Alors, quand je dis ça, c'est évidemment à ne pas être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de VHSS. On ne peut pas évidemment être sanctionné pour des cas comme ça, même si je le dis et que ça paraît évident, il y a effectivement des décisions de justice qui leur précisent parce qu'il y a eu des questions comme ça. Euh, et c'est effectivement, même en ayant, et c'est aussi le fait d'avoir remonté un fait de VHSS ne peut pas entraîner une sanction vis-à-vis de la victime, que les faits soient avérés en tant que VHSS ou non. Une personne voilà, qui pense avoir subi des faits de VHSS ne peut pas être sanctionnée si l'employeur et finalement, in fine, peut-être la justice ne suivent pas en fait justement la qualification juridique de ces faits-là. Euh, Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est effectivement le droit des victimes à être entendues. Alors là, bon, on va dire que c'est très large, hein, la façon dont on peut le dire, mais d'être entendu vis-à-vis de différents interlocuteurs, droit d'être entendu dans le cadre de l'environnement de travail, ça c'est la première chose. C'est ce qu'on disait, obligation d'employeur de mettre en place un protocole, donc de recueillir cette parole-là. Mais autant que le droit d'être entendu par d'autres organismes comme la cellule d'écoute, voilà, c'est la mise en place de choses mises en place par le ministère de la Culture, mais c'est aussi, ensuite on le verra aussi, c'est le droit d'être entendu notamment par d'autres organismes, pardon, comme la police, chose qui avait été, en tout cas, qui avait été montrée une mauvaise prise en compte, une mauvaise peut-être aussi une non-formation de certaines personnes spécifiquement sur ces délits et ces crimes, qui aujourd'hui ont en tout cas changé, en tout cas essayé de s'améliorer, puisqu'il y a aujourd'hui des personnes formées spécifiquement au recueil de la parole donc dans la police sur ces faits-là, et une possibilité aussi de ne pas se déplacer directement au commissariat, mais de déposer plainte en ligne et de discuter en ligne avec une personne spécialisée. Donc voilà, en sachant aussi qu'il y a d'autres organismes hein, qui sont plus spécifiques et qui permettent justement d'être entendus. Vous avez aussi des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, hein, qu'on appelle CIDFF. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de libérer cette parole et de permettre de trouver les bons interlocuteurs pour être entendus. Autre droit que je n'ai pas mis ici, c'est aussi le droit de retrait. Un employeur qui n'aurait pas satisfait à son obligation de prévention, enfin cette obligation pardon, d'action pour mettre fin à des faits de VHSS, si un salarié estime que ça n'a pas été fait et est dans une situation d'hostilité, en tout cas de crainte vis-à-vis de ces faits-là, elle a évidemment le droit d'exercer un droit de retrait qui consiste vraiment à arrêter son travail, donc sur réellement motif. Il y a un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Les faits de VHSS peuvent évidemment être qualifiés de danger grave et imminent. Et enfin, c'est vraiment le droit aussi d'agir en justice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la victime va pouvoir agir de deux façons. Elle peut déjà agir contre l'employeur, et c'est ce qu'on disait, si l'employeur n'a pas satisfait à l'une des obligations qu'on a listées précédemment, mauvaise action de prévention, mauvaise action, voilà, ne pas avoir
faire cesser par exemple un trouble ou ne pas avoir mis en place un protocole satisfaisant, et ou absence donc justement de son obligation de sanction. Voilà, si l'employeur n'a pas pris la bonne sanction, n'a pas sanctionné une personne auteur de fait VHSS, la victime est en droit d'aller voir les prud'hommes pour attaquer l'employeur pour justement non-respect de cette obligation. Donc ça, c'est une première chose que la victime peut faire. Et la deuxième, bien évidemment, puisque ça reste un fait qui est pénalement répréhensible, c'est d'aller en justice pour justement à l'encontre évidemment de l'agresseur. Et donc, sur notre fiche, on a mis justement tous les liens hein, pour le faire. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est des dépôts de plaintes en ligne qui se fait maintenant sur... enfin, en tout cas, vous avez toutes les étapes, hein, je l'avais noté sur moncommissariat.intérieur.gouv.fr. Vous retrouvez ça de toute façon sur notre site. Dernier point, et j'en aurai terminé, et on aura effectivement un peu de temps pour justement répondre aux différentes questions. Pour les témoins, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est justement aussi pour libérer cette parole, et c'est pour ça que c'est très bien, encore une fois, je ne leur dirai jamais assez qu'il y a une cellule d'écoute d'audience pour ça, mais ça permet, on a aussi créé des lois pour justement protéger les témoins. Aucun témoin ne peut être sanctionné non plus pour avoir donc, témoigné sur des faits qu'il pouvait penser des faits de VHSS, qui finalement ne seraient pas avérés par la suite. Voilà, un témoin ne peut jamais être inquiété. Le seul cas où il sera inquiété, s'il y a une intention de nuire, c'est si on prête à quelqu'un des faits de VHSS pour une intention de nuire, en sachant très bien que cette personne n'a pas commis ces faits-là. C'est le seul cas où effectivement le témoin ne sera pas protégé, mais sinon, évidemment, il l'est complètement. Voilà, j'ai essayé ici d'aller assez vite, mais pour vraiment avoir le temps de répondre aux questions qui doivent justement être nombreuses. En tout cas, il doit y en avoir certaines. Je ne sais pas, Judith, comment tu veux faire. Peut-être s'il y a des questions spécifiquement sur cette dernière partie. Sinon, effectivement, on pourra laisser la parole justement par lever de main, peut-être, pour justement vous entendre. Et voilà, pour toute question, retour sur ces questions-là. Oui, on peut faire comme ça. Et pour l'instant, il n'y a pas de questions. En fait, il y a eu des questions, mais c'était sur notamment l'obligation de formation qui revient souvent. Donc, pas de questions spécifiquement sur le droit des victimes et des témoins, au moins que quelqu'un se réveille maintenant. Voilà. D'accord. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas si tout le monde est bien familier avec la notion de lever de main qui permet justement de lever la main, comme je le fais actuellement. Vous avez un onglet en principe. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on vous laissera à ce moment-là, je vous dis, si tu peux leur donner la parole. Enfin, voilà, on vous nommera spécifiquement pour que vous preniez la parole pour pas que tout le monde parle en même temps, si ça vous va. Y a-t-il des questions? Tu peux le faire toi-même. Ouais, alors il y a Elsa. Là, pour l'instant, je vois Elsa Mopeux. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, ma question, elle est, alors, pas pour la question des droits des victimes, mais pour le sujet d'avant. Majoritairement, les compagnies sont sous forme associative et donc les dirigeants, ce sont des bénévoles. Et donc, c'était comprendre en fait ce que ça voulait dire de former les encadrants et dirigeants, puisqu'en règle générale, peu d'équipes artistiques ont de salariés permanents, c'est beaucoup des salariés intermittents. Donc voilà, c'est pour bien définir, parce que je pense qu'on est beaucoup de compagnies. Et voilà, c'est comment aussi on peut accompagner les équipes artistiques à se former. Donc voilà, qu'est-ce que la définition de encadrant dirigeant? Et voilà, merci. Pas de problème. Pour la question des dirigeants, c'est vrai que c'est un mot générique qui, vraiment toute personne qui est à la direction, donc en font partie les membres du bureau, en principe. En principe, c'est de. Enfin, après, je dis ça, mais sous contrôle aussi de mes collègues. Hein. Mais c'est vrai que quand on demande aux dirigeants de se former, c'est vrai que le président est le dirigeant de l'association. Et quand on parle des encadrants, c'est vrai que de manière générique, on parle des personnes qui sont responsables. Alors, encadrant, il y a cette notion de cadre. J'aurais tendance à dire qu'un metteur ou une metteuse en scène en tant que cadre ferait partie justement, et ça paraît logique, c'est toute personne qui va avoir à encadrer des personnes. Et donc, justement, l'idée, c'est de faire une descente, qu'il n'y ait pas que les dirigeants
Alors, c'est vrai que ça va plutôt s'appliquer aux plus grosses structures, mais l'idée, c'est que vraiment, il y ait des personnes qui soient formées dans chaque petit groupe, on va dire, de salariés pour pouvoir faire remonter les questions, pour pouvoir justement sensibiliser les salariés eux-mêmes, etc. Donc, voilà ce qu'on entend de manière générique par là. Peut-être que je peux revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la question de la formation, parce que j'ai compris ça de la question d'Elsa. Donc effectivement, il y a un sujet dans les équipes artistiques pour lesquelles il n'y a pas de salariés permanents, puisque, encore une fois, la formation professionnelle, vu qu'elle est assise sur les cotisations des salariés, qu'ils soient permanents ou intermittents, elle ne peut bénéficier que à ceux pour lesquels on a cotisé, c'est-à-dire les salariés, intermittents ou permanents. Donc effectivement, par définition, les bénévoles ne peuvent pas bénéficier de ces formations professionnelles. Je citais le fait que de manière exceptionnelle, depuis fort longtemps dans la branche du sport, mais je ne pourrais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas une branche que je suis, les dirigeants bénévoles, ce qu'on appelle les dirigeants bénévoles, peuvent suivre des formations et donc il y a des fonds conventionnels qui sont réservés pour ces dirigeants-là. Maintenant, pas relativiser, mais pour se dire, il est possible, si jamais vous êtes une compagnie qui est constituée que de personnes qui ont des statuts d'intermittents, il est tout à fait possible que pour le bénéfice, entre guillemets, de la compagnie, un des intermittents suive ces formations-là et n'ait pas de carence sur ses droits à la formation. Donc, ça ne lui enlève pas des moyens de partir en formation sur d'autres sujets et sans que ce soit pris sur le plan de formation de la compagnie. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que j'ai revu passer derrière la question de qu'est-ce qu'un intermittent recommandé. Je vais essayer de réexpliquer. En fait, l'idée, c'est que justement, les compagnies, on va citer un exemple d'une compagnie, ça va faire simple, elle va avoir des cotisations sur la base des intermittents qu'elle recrute et sur la base de ses permanents. Donc là, elle va avoir et donc, du coup, quand elle a l'habitude de travailler avec un intermittent en particulier, elle peut très bien dire, bah voilà, on s'est mis d'accord avec cet intermittent pour qu'il suive telle formation, notamment sur les luttes contre les VHSS, et que les coûts de formation soient bien pris en charge spécifiquement, sans que ça ne prenne sur le plan de formation de la compagnie, ni sur les droits à la formation et en créant une carence pour les intermittents. L'idée, c'est véritablement de permettre cela. Mais maintenant, si jamais on a l'exemple parce qu'on a été sollicité, de compagnies ou d'équipes artistiques pour lesquelles qui travaillent avec plein d'intermittents différents, enfin ou de manière très très ponctuelle et qui n'ont pas de salariés permanents, effectivement, la question d'envoyer en formation les bénévoles, elle peut se poser, mais ce n'est pas possible en fait. Merci pour cette reprécision. Je vais donner la parole à une personne de l'IM Compagnie. J'ai juste vu une question qui était dans le chat sur justement les délais de prescription, jusqu'à quand une victime peut agir. Ça dépend effectivement à la fois, pour agir contre un employeur, c'est 5 ans la prescription. Ça, il faut voilà, c'est tout simple. Ça court à compter du fait constitutif de VHSS ou du dernier fait constitutif de VHSS, il a été répété. Et au niveau pénal, en fait, ça dépend de la qualification. Si on est sur l'outrage sexiste, ça va être 1 an. Si on est sur du harcèlement sexuel, c'est 6 ans. Et en cas de viol, c'est 20 ans. Voilà. Et toujours à compter du jour où l'infraction, cette fois-ci, a été commise. Voilà pour cette réponse. Et je donne du coup la parole à l'IM Compagnie. Oui, bonjour Aurélie, du coup. Ma question est relative aux obligations de l'employeur et notamment à l'aspect sanction, dans la mesure où effectivement on a beaucoup d'intermittents. Si ça était arrivé avec un intermittent, si le potentiel agresseur avait un contrat de travail qui avait été terminé, comment on fait pour revenir sur une action qui aurait été qui est finie? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur les contrats à venir? Voilà, c'est juste cet aspect-là. Merci. Pour être sûr, c'est un cas de VHSS
qu'on découvre alors que le salarié n'est plus dans l'entreprise, mais qui a eu lieu pendant qu'il était salarié. Ouais. À ce moment-là, en fait, il n'y a pas effectivement de possibilité, c'est-à-dire que de mettre en place un protocole pour justement savoir si c'était avéré, certes, mais par contre, ça va permettre potentiellement à la victime, elle, d'agir sur le terrain pénal, mais c'est vrai que sur le terrain du droit du travail, une personne qui est partie ne peut de fait plus être sanctionnée et son contrat de travail étant terminé. Oui, mais je prolonge pour dire que si c'est quelqu'un avec lequel on a l'habitude de travailler, est-ce que ça peut avoir une incidence sur le fait qu'on ne travaille plus avec lui? Est-ce que, voilà. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'effectivement, c'est pour ça qu'en réalité, si vraiment c'est une personne avec qui on travaille, un protocole doit être mené. Si les faits sont avérés, effectivement, il n'y a aucune obligation pour un employeur de reprendre quelqu'un, justement, en termes de choses. Et effectivement, le fait de reprendre une personne, sachant qu'un protocole a été mené et qui a amené à la conclusion qu'un fait de VHSS avait été commis, créerait en fait justement créerait une faute de la part de l'employeur d'avoir repris cette personne, alors que, par exemple, le ou la salariée qui est également encore là et qui a subi des faits de VHSS, voilà, recrée une situation hostile au sein de l'entreprise. Bon, après, encore une fois, effectivement, chaque cas est un peu particulier, mais là, je fais un petit point d'ailleurs, peut-être juste. Ah oui, s'il y a encore des questions, mais je voulais vous parler très rapidement, et c'est plus vraiment pour vous alerter là-dessus. De plus en plus aujourd'hui, on commence à trouver des clauses VHSS dans les contrats de diffusion. Qui peuvent être très bonnes, justement, comme intérêt, c'est ce que je vous disais. Les employeurs ont des obligations, et quand vous avez effectivement un lieu de diffusion et une compagnie qui viennent à ce que ses salariés se rencontrent, si des faits de VHSS pouvaient avoir lieu, les deux structures vont devoir mettre en place leur protocole, puisque potentiellement, justement, on a un agresseur et une victime de chaque côté. Donc, ça peut être intéressant de remettre une clause pour dire, si on applique la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles, c'est de remettre justement les nouveaux textes, en tout cas, qui sont sur ces questions-là. Et voilà, c'est ce qu'on a pu voir dans certains contrats, une mise en place voilà, d'une bonne entente entre les entreprises, entre les dirigeants en tout cas, pour se passer les informations et pour accélérer le protocole et pour justement savoir quelle suite à donner à un contrat lorsque des faits de VHSS sont avérés. Donc ça paraît très bien. Et je mets plus en garde sur d'autres clauses qui peuvent être un peu plus floues et complexes, notamment liées au fait que le cas où un salarié aurait commis des faits de VHSS avant, et même pas dans le cadre salarial, où vous avez des lieux de diffusion qui pourraient, enfin voilà, qui commençaient à réfléchir au fait de mettre des clauses en disant si un fait de VHSS a été commis par un salarié de l'autre entreprise et que ça a été relayé par des médias, alors voilà, et trouver des conséquences d'annulation. Donc c'est vrai que ça peut être un peu plus complexe à mettre en œuvre. Voilà, en tout cas, peut-être moins éthique. Mais tout ça pour vous dire que nous sommes là aussi pour répondre à ces questions-là. Si vous recevez des contrats avec ces clauses-là ou si vous voulez en mettre en place, vous pouvez évidemment appeler notre permanence juridique tous les mardis et jeudi de 9h30 à 13h pour que nous puissions en discuter. Voilà. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il y avait une question peut-être? Non, non, puisque les deux mains levées, c'était les autres. Oui. Si je voulais juste par rapport à ce que vous venez de dire, savoir si en fait vous incitez donc les compagnies à mettre dans la contrat de cession cette clause-là, parce qu'en fait c'est la clause de coactivité, donc c'est vrai que ça induit pas mal de choses. C'est vrai qu'entre une compagnie par exemple et un lieu labellisé, on n'est pas du tout dans les mêmes. Donc c'est de savoir un peu par rapport à ça, c'est vous votre préconisation, c'est juste pour être un peu. Ouais, sur ces clauses-là, vous voulez dire Est-ce que oui. c'est finalement ça serait à Une bonne aux compagnies de d'inclure cette clause, dans leur contrat de cession ou voilà ou Oui, moi ce que je dirais, c'est exactement un peu comme ce qu'on a eu pendant la période Covid et la mise en place de clauses spécifiques sur justement comment faire en sorte c'est ce qui avait été recommandé par le ministère, comment faire en sorte de faire des roulements d'équipe pour pas que les équipes se rencontrent et se contaminent. Il y a effectivement, je pense que c'est une bonne chose de mettre ces clauses-là, puisque c'est un des éléments en plus qui permet de prouver en tant qu'employeur qu'on a mis tout en œuvre pour atténuer justement les potentialités de VHSS et justement de pouvoir prouver qu'on a mis en place un protocole efficace. Donc j'aurais tendance à dire que
le fait de mettre des clauses qui, à minima, sont des clauses un peu morales, qui demandent justement à chaque partie de vraiment s'intéresser à ces questions-là on va dire, en cas de fait de VHSS, une bonne entente, je pense que oui, effectivement, ça devient important, voire c'est un des éléments de l'obligation de l'employeur de le mettre en place. Tout le monde, c'est une bonne chose. Mais à cadrer, évidemment, et à écrire, pour l'instant, en tout cas, on s'intéresse au sujet là-dessus. Est-ce qu'il reste des questions que j'aurais pas vues, peut-être dites dans les conversations, je sais pas. Moi, j'ai commencé à répondre au maximum à des questions, des questions subsidiaires. Ça va. Non, il y a juste une question, je ne sais pas exactement à qui elle s'adressait, qui demandait si on s'adressait aux compagnies étrangères. Donc, je peux répondre pour Arsena. Je ne sais pas si la VDAS et Audience veulent répondre aussi pour eux. Nous, oui, dès lors qu'on répond à toutes les questions qui touchent au milieu du spectacle vivant. Si vous êtes une compagnie étrangère et que vous avez un projet de mobilité en France, on peut complètement vous répondre sur des sujets de VHSS ou autres. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut préciser pour vous. Pour ce qui s'agit de l'AFDAS, en fait, par définition, il faut qu'il y ait des contrats de travail qui étaient signés. Il faut avoir un compte à l'AFDAS et donc des contrats de travail qui étaient signés en France, donc pour avoir une domiciliation française, pour bénéficier de l'offre de formation. Et j'en profite juste parce que j'ai vu dans les échanges sur la question de la formation des bénévoles, j'ai peut-être fait un raccourci. Je ne disais pas qu'il n'y avait pas de formation pour les bénévoles, je disais que la prise en charge du financement de la formation pour les bénévoles était pas possible via l'AFDAS, en fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la question qui se pose souvent, c'est bien comment on prend en charge financièrement ces formations-là quand il y a une obligation et que voilà, c'était pour les bénévoles, je connaissais pas la possibilité de financement, quand bien même les formations sont ouvertes à tous les publics et notamment les dirigeants bénévoles. Et juste, je fais un micro-insert avant de donner la parole à Nadia, mais on nous a posé la question pour les retraités également. C'est la même réponse? Des gens qui seraient bénévoles ou retraités. Oui. Enfin, alors là, pour le coup, ces questions-là, je pense qu'ils sont en tant que bénévoles. S'ils sont retraités, ils sont plus salariés par définition. Après, il y en a qui sont en poursuite d'activité. Des fois, là, il faudrait que je me renseigne. Je pourrais pas vous dire. En fonction du statut, il faudrait préciser, quoi. Est-ce qu'il a de temps en temps, est-ce qu'il a des missions, etc. Parce que ça arrive, hein. Il y a des personnes qui sont à la retraite et qui en même temps ont une activité partielle. Voilà, ça sera à préciser, mais je pense qu'il faut qu'il ait une activité salariée d'une manière ou d'une autre, quoi. Merci. Et donc pour Audience, s'agissant de la cellule, oui, évidemment, lorsque il s'agit de la même façon que lorsqu'il s'agit d'un tournage qui aurait été fait à l'étranger, et donc, enfin, d'un tournage ou d'activité qui aurait été réalisée à l'étranger ou à l'inverse, de professionnels étrangers qui auraient vécu des situations en France, ils peuvent bien évidemment appeler la cellule dans tous les cas. Il y avait peut-être une dernière question de Pascal, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est une question très concrète pour les compagnies qui demandent des subventions au ministère de la Culture, notamment dans le champ de la création. C'est très concret. Est-ce que, comme là, nous, on démarre sur le sujet, est-ce que le fait de cocher dans le formulaire qu'on n'a pas encore mis en place un protocole écrit sur le traitement des VHSS est rédhibitoire pour obtenir les subventions, ou est-ce que si on montre que la démarche est engagée, qu'on a commencé à se documenter sur le sujet et qu'on commence la prévention, par exemple en informant sur la cellule audience, etc., est-ce que ça peut suffire ou est-ce qu'il faut vraiment être ultra déjà structuré sur le sujet? Alors, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire que c'est un peu ce qui est noté. Normalement, le respect de ces 5 engagements sont vérifiés au moment d'un renouvellement de subvention ou au moment d'une première demande. C'est assez dur de vous répondre parce qu'on n'a pas eu de retour de compagnie sur justement là, ces nouvelles subventions. On va peut-être les avoir là bientôt puisque ça fait un petit temps que ça a été mis en place. Il y a eu peut-être une tolérance aussi du côté
du ministère. Voilà, de mon point de vue, je dirais qu'effectivement, il faut que les choses soient déjà au moins commencées et mises en place. C'est vrai que de cocher effectivement le fait qu'aucun protocole n'a été mis en place, étant donné que c'est un des 5 engagements, j'aurais tendance à dire que ça peut être rédhibitoire, mais je dirais que là, je ne suis pas les personnes au sein du ministère de la Culture qui acceptent ou non. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des retours, mais ça serait ma réponse. Moi, j'en ai eu quelques-uns, mais c'est vrai qu'on était dans une période un peu particulière de mise en place du plan de lutte. En fait, ça va dépendre un peu des DRAC ou de vos autres interlocuteurs, parce que à chaque fois, ça fait partie en fait de la convention que vous allez avoir avec eux. Donc, à eux de voir aussi jusqu'à où ils pensent que les choses doivent être mises en place. Au début, je sais que, par exemple, montrer qu'on s'est bien inscrit à une formation sans forcément l'avoir faite suffisait. Je ne sais pas si c'est des choses qui sont amenées à changer. Ouais, bah, c'est dans le formulaire, effectivement, on peut dire que c'est prévu, mais pas. Ouais. Ok. Bon. Donc ça dépend. Ça dépend, et surtout, je pense que c'est encore en train de se mettre en place, quoi. Ok. Merci. Je ne sais pas s'il reste d'autres questions. En tout cas, bon, déjà, on a dépassé un petit peu, mais c'est normal. C'est aussi des questions importantes. Donc, je sais. Ah, je vois une autre question qui vient d'arriver de Mélissa. Mélissa, est-ce que cela suffit de suivre une formation, les fondamentaux de la formation VHSS sur un jour, ou bien faut-il se former sur les 3 jours proposés? C'est ce que tu disais, Cédric, c'est que en fait, finalement, il y a vraiment 3 niveaux et ça dépend effectivement de quel type de personne. Peut-être que si tu veux répondre, Cédric, mais. Non, mais tu l'as bien dit. En fait, c'est quel est en discutant avec en fait, c'est en discutant avec le conseiller de l'AFDAS que vous allez préciser où vous en êtes. C'est-à-dire, est-ce qu'à votre endroit, vous devez travailler plutôt sur une journée suffit sur des fondamentaux parce que, voilà, il y a pas obligatoirement l'utilité. Enfin, nous, on incite à aller le plus loin possible. C'est sûr que les équipes artistiques, les lieux, enfin, voilà, toutes les structures, si elles mettent en place des plans d'action formalisés qui permettent d'impliquer à un niveau ou à un autre et de sensibiliser à minima l'ensemble de la structure et puis de mettre en place des plans d'action assez structurés pour être vigilant sur ces problématiques-là. C'est évidemment l'idéal parce que c'est ce qui garantit le mieux, c'est-à-dire que ça ne fait pas tout reposer que sur une seule personne. C'est pas, enfin voilà. Après, ça dépend aussi de la taille de l'équipe. On disait tout à l'heure, une compagnie qui travailler avec des intermittents, qui a un seul permanent, peut-être que ça va être suffisant à un premier endroit, mais peut-être que pour une autre structure, enfin voilà, c'est difficile de répondre comme ça. Nous, enfin très clairement, le contenu, faut vraiment aller jusqu'à des mesures concrètes qui évitent ces problématiques-là. Et voilà, donc du coup, des fois, peut-être que de la sensibilisation sera suffisante, mais des fois, il faut aller quand même sur le plan d'action et c'est ce qui garantit le mieux des actions concrètes, quoi. Et sachant que quand même, c'est les 3 jours qui, pour les structures qui doivent avoir un référent, il faut obligatoirement les 3 jours de toute façon. La question ne se pose même pas. Mais voilà, donc c'est difficile de répondre. Après, il faut en discuter avec le conseiller et puis Après, j'allais dire, même pour donner moi mon point de vue, pour avoir suivi les 3 jours en tant que référence, c'est vrai que le mieux, en tout cas, la chose à atteindre, c'est vrai que dans chaque structure, s'il y avait une personne qui avait suivi ces 3 jours, c'est ce qu'il faudrait parce que, effectivement, mettre en place un protocole, en plus, c'est aussi un temps d'échange. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, avec l'AFDA, c'est que les formations sont dédiées au spectacle vivant, ce qui veut dire qu'on se retrouve aussi avec d'autres structures, lieux de diffusion, compagnie, qui ont chacun aussi leurs problématiques très concrètes. Et on a des personnes avec qui on va répondre à ça. Donc, c'est ça que je trouvais bien. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs organismes de formation, mais j'ai l'impression que ils sont tous très compétents. Et celui que j'avais eu, moi, était très bien et avait vraiment voilà, le fait de répondre aux questions concrètes, de demander de travailler, de faire des exercices dessus. Et c'est aussi cette parole-là qui est plus facile d'avoir sur 2-3